Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sabine Duflo, psychologue clinicienne, fondatrice du collectif Surexposition Écran. Bonjour Sabine. Bonjour Aude. Depuis de nombreuses années, vous recevez des enfants en consultation et vous constatez année après année l'effet délétère des écrans sur le développement cognitif, le comportement et la santé mentale de ces jeunes, du plus jeune âge à l'adolescence. Dès 2015, vous avez tiré la sonnette d'alarme avec une tribune et avez fondé un an plus tard le collectif Surexposition Écran. Pouvez-vous nous raconter votre parcours dans les différents services de suivi des enfants et des adolescents qui vous ont amené à prendre conscience de ce fléau ? À la base, j'ai fait des études de philosophie qui m'ont amené à passer le CAPES parce que c'était ce qui était plus proche de la psycho et mes parents m'avaient interdit de faire cette discipline. Et puis, j'ai commencé à exercer dans le premier établissement qui voulait bien de moi, juste après mes études. C'était un hôpital de jour. Pour enfants, on les appelait à l'époque TED, troubles envahissants du développement. Et en fait, il y avait essentiellement des enfants avec autisme, TSA. J'ai énormément appris dans cet hôpital de jour en observant ces enfants au quotidien. Mais il me manquait vraiment une dimension, c'était la dimension familiale. Je les voyais sous mes yeux, j'essayais de les comprendre, mais je ne connaissais pas leur environnement. Je n'avais pas accès aux entretiens familiaux qui étaient réservés aux médecins. Je voyais des familles, mais assez rarement. Et puis après, 8 ans après, je suis partie travailler en centre médico-psychologique dans le 93. Les fameux CMP ? Les fameux CMP, tout à fait. Et là, du coup, j'avais accès aux familles. Et j'ai pu poser des questions sur leur environnement. Et je me suis aperçue que ces enfants qui venaient d'environnements culturels assez variés, on est dans le 93, ça fait sa richesse, en fait, ils avaient tous les mêmes journées. Enfin, ils étaient mis devant la télé, devant un écran, quasiment dès la naissance, non-stop. Et je me suis dit, mais ça peut-être un lien avec ces retards si importants qu'on voit se multiplier. Enfin, on a de plus en plus des tableaux graves de retard. On observe vraiment une augmentation des enfants qu'on appelle les enfants avec TND, troubles neurodéveloppementaux, mais ces enfants qui principalement se repèrent parce qu'il y a du retard très important, et surtout sur le terrain aussi de l'école. Les instituteurs qui ont de la bouteille, ils disent mais le monde a changé. Ils ont des enfants où c'est difficile de retenir l'attention, avec beaucoup de troubles du comportement, etc. À l'époque, je travaillais avec un pédopsychiatre qui s'appelle le docteur Harley. On aimait bien échanger, discuter, et il me dit, mais écoute, s'il y a cette constante-là, la télé, les tablettes qui arrivent partout, c'est qu'il y a certainement un impact. Qu'est-ce qu'il existe comme littérature en France dessus ? Il n'y a rien. Mais il y a quelqu'un qui a écrit quand même un livre qui s'appelle Michel Desmurger, qui s'appelle TV Lobotomie. C'était vers on a dû en 2015 à peu près, un peu avant même. Et on est parti le rencontrer à Lyon. Et là, il nous a expliqué, il nous a dit en fait, il en existe des milliers d'études, sauf qu'elles ne sont pas traduites. On ne les fait pas connaître, on se doute pourquoi, mais il faut le faire savoir, quoi. Du coup, de retour de ce dîner, j'ai décidé de poser systématiquement la question aux parents, qu'est-ce qu'il fait chez vous, à la maison ? Donc déroulez ce que vous racontez, voilà. J'ai oublié de dire, ce que je vous avez raconte, réédité un livre qui s'appelle « Il ne décroche pas des écrans », dans lequel vous expliquez une partie théorique et ensuite beaucoup d'études de cas tout à fait, de jeunes que vous avez rencontrés, de familles. J'explique comment la première démarche pour aider le parent à réguler les écrans, c'est d'évaluer le temps d'écran. Voilà. Donc, je pose la question tout simplement aux parents, enfin d'abord à l'enfant, s'il sait parler devant son parent et au parent lui-même, raconte-moi une journée, du moment où tu te lèves jusqu'au coucher, avec des questions très simples, mais qui vont me permettre un peu de savoir de quoi est fait sa vie. Ça permet à l'enfant comme aux parents de prendre conscience de leur vie, où elle est remplie. Et à partir de là, donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, mon intuition était juste. Les enfants passaient plus de la moitié du temps d'éveil devant un écran aujourd'hui, qu'il soit fixe ou nomade. Donc, j'ai commencé à proposer aux parents de réduire. Je me suis dit, si on donne des conseils aux parents, il faut que ce soit des conseils pour toute la famille. Parce que si on commence à dire, vous allez faire ça pour le petit, ça pour le plus grand, les parents vont s'essouffler. Et on va du coup essayer de préserver des moments dans la journée qui sont essentiels aux échanges, essentiels pour l'enfant. Et c'est comme ça que sont nés ces fameux 4 pas, qui maintenant sont diffusés absolument partout. Mais c'est juste au début, j'avais marre de le répéter, alors je l'avais écrit sur un bout de papier. Donc les 4 pas, c'est une méthode qui permet de se désintoxiquer. Les parents sont dans les recherches de solutions pour
moins d'écran, puisqu'ils voient que ça vole du temps aux activités partagées, ça vole du temps aux apprentissages. Bon, maintenant, on connaît à peu près les effets sur le développement de l'enfant. Je crois qu'on ne va pas en reparler aujourd'hui, mais en tout cas, ils sont en demande de ça. Et j'ai tout de suite eu l'intuition que pour qu'une règle marche, il faut qu'elle soit appliquée à tous. Et il faut que les parents soient un modèle, un exemple. Donc, j'ai prélevé 4 moments dans la journée, le matin, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que l'attention, les capacités attentionnelles de l'enfant sont les plus fortes, en disant vous ne mettrez pas d'écran le matin, ce réflexe d'allumer la télé le matin pour... Ou de donner la tablette à l'enfant pendant qu'on se prépare. Voilà, c'est ça. Ça l'empêche, lui, de développer tout ce qu'il a développé, apprendre à faire seul, à prendre son petit déjeuner, s'habiller, faire sa toilette, etc. Il est ailleurs, un enfant qui est sur un écran, et ailleurs, il n'est pas dans l'anticipation de ce qui va arriver. Donc c'est très mauvais. Pas d'écran pendant les repas, parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près le seul moment où parents et enfants peuvent échanger. Pas d'écran dans la chambre de l'enfant, parce qu'à ce moment-là, le parent perd tout contrôle sur le temps qu'il y passe et les contenus. Et on voit les ravages aujourd'hui, notamment quand l'enfant rentre en 6e, que le parent l'équipe d'un téléphone portable ou d'un ordinateur portable, il le perd complètement. Et puis pas d'écran juste avant de se coucher, 1 heure avant de se coucher, parce que la lumière bleue stoppe la sécrétion de la mélatonine, qui est une hormone indispensable à l'endormissement. Donc ça, c'est très simple et ça a aidé beaucoup de familles en quête de repères. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur et bien sûr des études sur les temps d'écran consommés par les très jeunes enfants et les adolescents? Alors pendant longtemps, on n'avait pas vraiment de chiffres français fiables parce que d'abord, quand on comptait le temps d'écran, on ne comptait pas celui des petits, comme s'ils ne le regardaient pas avant 3 ans. Ensuite, quand on s'est mis à compter, on comptait qu'un écran. Donc moi, pendant longtemps, je me suis référée à un site américain excellent qui s'appelle Common Sense Media, qui donne des informations sur les bons contenus. Il y a toujours l'avis des parents, des enfants et des professionnels, ou des bons contenus ou des mauvais contenus, et puis des choses assez pratiques comme le temps. Dernièrement, il y a une étude qui est parue en France, une étude d'Ipsos, commandée par l'UNAF et l'Open, qui donne des temps d'écran sur un panel, je crois, de moins de 1000 familles. Enfin, ce n'est pas un panel énorme, mais quand même. Les chiffres concernent le temps d'écran cumulé, puisque vous savez qu'on peut regarder, quand on est un ado, une série et consulter son portable en même temps. Donc ça, voilà. En gros, voilà ce qu'on a. Entre 0-2 ans, on a 3h11, 3-6 ans, 3h40 par jour. Je suis sur la journée. 7-10 ans, 4h42 par jour. 11-14 ans, 8 heures par jour. Et voilà, on est à peu près sur du 8h30 vers les 15-18 ans. Donc, vous voyez bien que ça commence par prendre la moitié du temps d'éveil, quasiment, parce qu'il faut toujours comprendre ces chiffres relativement au temps d'éveil de l'enfant. Les temps d'éveil de petit enfant sont plus courts que celui de l'adulte. Au début, on est sur presque la moitié du temps d'éveil, et dès le lycée, on est sur la journée entière quand on a 8 heures. Donc c'est bien évident qu'il n'y a pas besoin d'être un grand magicien pour comprendre que ça a un effet sur tout en fait. En fonction de l'âge de l'enfant, ce sont des effets au début sur le développement cognitif, et puis ensuite quand on voit à l'adolescence, avec l'arrivée des réseaux sociaux. Le propre de l'être humain, c'est que l'essentiel de nos compétences qu'on a à développer, elles se développent dans l'interaction, les regards et les paroles partagées, tout simplement. Et que cet écran, il fait écran au développement de ces compétences essentielles. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la technoférence, l'interférence des écrans des parents dans le développement. Et c'est ça qui est catastrophique, c'est qu'on est en train de perdre quelque chose qui fait notre humanité. Les compétences que le petit a développées, c'est un langage de communication, pas de répétition, pas savoir dire les chiffres dans toutes les langues, mais pouvoir exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il voit, voilà, communiquer. Donc ça porte atteinte au langage, puisque je ne peux dire « je » que si quelqu'un me regarde et me dit « tu », tout simplement. Ça porte atteinte aux capacités, le fait de regarder. Je ne peux regarder que si j'ai été suffisamment regardé. Et le regard, c'est l'attention. Je ne peux focaliser mon attention que si quelqu'un m'a appris à le faire. Et puis, ça porte atteinte à tout ce qui est de la sociabilité, des capacités de régulation et de sociabilité, tout simplement. On est des êtres humains, des êtres de groupe. Et donc, tous ces apprentissages sociaux se font dans les groupes et les interactions. Sinon, si on perd tout ça, il y en a des retards et des troubles graves qui s'installent. Et pour certains, qui peuvent mimer une des pathologies les plus graves qui s'appelle l'autisme. Vous avez rencontré beaucoup d'enfants au cours de votre carrière, beaucoup de jeunes, de tout petits, d'adolescents. Est-ce qu'il y a un enfant qui vous a particulièrement marqué ou un jeune dont vous vous souvenez sur lequel l'addiction peut-être ou l'exposition, la surexposition aux écrans avait été particulièrement néfaste?
Alors moi, je les aime tous, ces enfants. Déjà, ils me touchent tous et les effets sont très semblables. Voyez. Maintenant, si l'idée c'est de raconter peut-être une histoire, je vais prendre la plus fraîche, la plus récente, celle dont je me souviens le mieux, mais elle est typique d'autres. J'ai reçu dernièrement en consultation une famille, 3 enfants. L'aîné a 15 ans, c'est une fille. Le deuxième, 11 ans. On va l'appeler Colin. Et le troisième, 10 ans, Roméo, en CM2. Les 2 parents travaillent. La mère est fonctionnaire. Le père travaille en entreprise privée. Et ils vivent à la campagne, une grande maison. Chaque enfant a sa chambre. Donc, vous voyez, là, on est dans ce que les économistes appellent le CSP+, ou quelque chose comme ça, qui normalement serait plus épargné par les problèmes liés aux écrans. Bon, alors, cette famille, bon voilà, ils ont un écran, enfin le gamin, là, Colin, il en a un téléphone depuis la 6e, c'est classique. Hein. Maintenant, l'âge d'accès au premier téléphone, c'est 9 ans, et ça avant. Son petit frère, qu'en CM2, il en a un avec des paramètres qui limitent le temps d'exposition, etc. Et la sœur, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et la mère vient me consulter parce que Colin, il est tombé dans Fortnite, ce jeu, vous savez, gratuit, mais qui rapporte un max d'argent, depuis environ 3-4 mois. Et elle a noté un changement radical de comportement. C'est-à-dire qu'avant, Colin, le week-end, il allait volontiers avec son père pour bricoler dans le garage. Il refuse. Il aidait facilement sa mère. C'est peut-être celui qui aidait le plus facilement sa mère pour les tâches ménagères et tout. Maintenant, il ne fait pas. Il ne veut plus aller au foot alors qu'il en faisait 3 fois par semaine. Les résultats scolaires n'étaient pas terribles, mais alors là, il ne fait plus rien. Et il n'écoute rien. Il est très, très facilement nerveux. Et quand les parents parlent de supprimer ou d'arrêter Fortnite, ils piquent des crises. Et donc, les parents, ils cèdent parce qu'ils ont peur de la réaction violente de leur enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les parents n'interviennent pas. Ils ont peur de leur enfant. Et souvent, le psychologue, il a peur de ne pas savoir protéger le parent. Donc, ils viennent bien embêtés. Je les reçois, j'écoute tout ça. Je demande l'avis du père. J'ai observé que les garçons, ils acceptent les règles si c'est le papa qui les donne. Donc, on fait un truc basique. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ? Alors, lui, il me dit, moi, je pense que ce jeu, ça le rend dingo. Et franchement, si ça tenait qu'à moi, je le supprimerais. Je lui dis, pourquoi vous le faites pas ? Parce qu'il est comme tous les papas, quoi, ou mamans d'aujourd'hui. Il a peur, quoi. Il a bien vu. Je dis, voilà, madame, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit votre mari ? Oui. Alors, vous allez faire ce qu'il dit. On va lui supprimer. Et là, je vois le gamin, il devient rouge. Mais vraiment, il se contient pour pas exploser. Donc, je dis, voilà, vous allez supprimer. Ça n'empêche pas de jouer à d'autres jeux moins addictifs, que vous jugez moins addictifs comme FIFA. Voilà. Et puis surtout, il va ressentir du manque, il va pas être bien. Donc, vous allez prévoir pour chaque soirée quelque chose qui soit différent, voilà, qu'il maintienne. Et vous, madame, vous allez tenir un petit journal de bord parce que sans doute les comportements vont être modifiés, peut-être difficiles. Il faudra tenir bon, être assez présent, faire de l'accompagnement comme on le fait en fait dans les sevrages d'alcoolisme. Et là, pendant 10 jours, j'ai des appels réguliers de la mère et le 10e jour, elle revient avec un petit journal de bord. En gros, dès le premier soir, il leur a dit, c'est-à-dire qu'il s'est mis à insulter sa mère, ce qu'il n'avait jamais fait, connasse, salope, à jeter un verre à sa figure, un verre de jus d'orange, des verres d'eau, etc. Avec le père, il se tenait plus à carreau. Mais dès qu'il est... quel âge a cet enfant ? 11 ans. Et je vous dis ça parce que c'est typique. C'est typique. Et c'était sans cesse. Et la mère m'envoyait des SMS ou m'appelait et je lui disais, tenez bon, madame, il faut tenir bon. Et puis ils sont revenus me voir au bout de 10 jours et rien n'avait changé. Enfin, pas grand-chose. Il était parti 1 semaine dans un lieu de vacances sans connexion où là, c'était pas mal. Mais de retour, il avait replongé. Bref, j'étais un peu embêtée. J'appelle une collègue pédopsychiatre parce que même si on a de l'expérience, finalement, voilà. Et elle me dit, mais Sabine, est-ce qu'il a encore son portable ? Je dis oui. Mais elle me dit, ne cherche pas. S'il a son portable, même s'il n'a pas accès à ce jeu, il va voir quoi ? Des streamers qui jouent à Fortnite et ça lui fait comme une piqûre de rappel. C'est comme l'alcoolique. Si vous le mettez dans un hôpital où il y a une cure de sevrage, tout se passe bien, il revient, il est dans un monde où il y a ça partout, il repique, voilà. Je dis ça, et la mère me dit, ah oui, effectivement, il va sur son portable, il regarde un joueur qu'il aime bien, qui s'appelle Talmo, qui joue 20 heures sur 24 à ce truc-là, et ça lui fait comme des piqûres de rappel. Je leur dis, ok, vous enlevez maintenant le portable aussi, des 2 enfants, des 2 derniers, toutes les télés aussi, puisque maintenant elles sont toutes connectées à Internet, et vous revenez me voir dans 1 semaine. 1 semaine plus tard, il revient, et là, Colin, pour la première fois, il y avait au moins 4 entretiens avant,
dès le début, dès l'entrée dans mon cabinet, je vois qu'il a changé. Il me regarde droit dans les yeux, il est détendu, il a un sourire et les parents sont apaisés, ils ont l'air épuisés. Et voilà comment ça se fait. Je lui dis, est-ce que tu veux toujours changer de famille ? Parce qu'il était tellement mal qu'il m'avait appelé, il me dit, je veux changer de famille. Non, vous ne pouvez plus. Il me dit, non, ma famille, c'est ce que j'aime le plus au monde. C'est des histoires comme ça de tous les jours où il faut tenir et c'est pas moi qui est le plus méritant, c'est les parents, quoi. Vous racontez ces histoires qui sont multiples et vous avez alerté en 2015 sur ce fléau, on est en 2024 et il semble que la situation empire chaque année, il y a des applications toujours plus sophistiquées. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce il faut résister, il faut entrer en résistance. Il faut prendre conscience qu'il n'y a aucune intention vertueuse, éducative dans ces applis. L'intention est purement commerciale. Elle est de nous maintenir le plus longtemps possible parce que c'est comme ça qu'ils engrangent des bénéfices, en évidemment retirant nos données. Voilà. Je ne crois pas du tout à l'éducation au numérique ou très peu. Je pense qu'on peut prendre du recul que si on n'a pas eu trop tôt la bouteille dans la main, tout simplement. Je prends souvent cette comparaison. Il y a moins de chances que vous deveniez alcoolique si vous avez commencé à boire à 18 ans que si c'était dès le berceau, quoi, tout simplement. Donc, résister, c'est dire non. C'est dire non, ça, non, cette application-là, ce jeu très addictif, je le connais, je me suis renseignée. Moi, je veux pas. Je suis donc ton parent. Chacun à sa mesure, chaque parent. Oui, chaque famille. C'est chaque famille qui doit intervenir, parce que de toute façon, le gouvernement ne fera rien. Il n'y a pas de. Parce que le président Macron s'est récemment emparé du sujet. Il a indiqué, confier à un groupe d'experts la mission de recommander des mesures de santé publique avec des règles. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, c'est un sujet assez vaste. Je pense qu'il n'a pas pu faire autrement, parce que là, sur le terrain, les parents, ils n'en peuvent plus, les enseignants, ils n'en peuvent plus. Donc, il faut donner un petit signe d'alerte, communiquer que voilà, on s'en occupe. Bon. Si y a des recommandations générales, tant mieux, parce que de toute façon, les parents, ils ont besoin de s'appuyer sur quelque chose. Mais je pense que, je suis persuadée, c'est pas que je pense, je sais que comme c'est un produit extrêmement addictif, il serait normal de réglementer des usages, au moins d'interdire, comme certains pays l'ont fait. Bien sûr. Sauf que de toute façon, comme nous, on n'a aucun, on travaille main dans la main avec Meta, avec TikTok, tout ça, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. On s'en tiendra forcément à des recommandations, mais je pense qu'il y a quand même une réglementation qui peut avoir lieu sans que ce soit compliqué. Par exemple, dans l'espace public. Dans l'espace public, un médecin, il n'est pas censé fumer quand il reçoit son patient. Eh bien, un professionnel de l'enfance, par exemple un éducateur dans un centre de loisirs, qui regarde son portable, il y a un problème, parce que le groupe d'enfants est en danger. Donc ça, il faudra, je pense, qu'une réglementation qui peut marcher, c'est déjà demander aux professionnels, que l'ensemble des professionnels de l'enfance, fonctionnaires, à partir du moment où ils sont en charge d'enfants, il y a une obligation de ne pas utiliser le portable. Mais sinon, c'est ce que vous dites à chaque famille, à chaque parent. À chaque parent, surtout, de s'informer et de se dire que voilà, le meilleur éducateur, le meilleur professeur, c'est le parent. C'est à lui de prendre ça. Et évidemment, comme on le sait, en tant que parent, il y a toujours le rôle de l'exemplarité. Et puis, il y a les consultations publiques. Tout à fait. De CMP vers lesquelles on peut s'orienter si on est à bout. Tout à fait. Ou même avant d'être à bout. Oui, tout à fait. Les professionnels de santé devraient poser la question systématiquement. Ils sont de plus en plus nombreux. Mais voilà, les problèmes prennent une telle ampleur qu'on est en train de créer des centres de consultation spécialisés d'addiction aux écrans. Il y en a une qui est en création, dont je m'occupe à l'hôpital d'Aumaison, Fleury-les-Aubrais, un centre spécialisé aussi sur le psychotrauma, l'addiction aux écrans. C'est depuis mi-février qu'elle a été montée. J'ai déjà reçu au moins 5 ou 6 appels de collègues du public qui sont en train de monter dans leur coin des choses semblables. Donc sur le terrain bouge, mais du point de vue des politiques, non. La santé de l'enfant, ça n'a pas le même poids que l'industrie du numérique, tout simplement. Merci beaucoup pour ce témoignage, Sabine Duflot. J'en viens à la dernière question. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Je pense que ça serait intéressant d'inviter Yves-Marie, qui est le fondateur d'une association qui s'appelle Lève et les yeux, qui propose de la formation de prévention dans les écoles, dans les institutions en charge de l'enfance ou même auprès d'adultes, parce que je trouve qu'il a un beau parcours qui vous racontera aussi, qui part d'une expérience personnelle en Birmanie qui l'a amené ensuite à fonder cette association. Merci beaucoup Sabine Duflot. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes auteure de « Il ne décroche pas » des écrans qui viennent d'être réédités aux éditions de l'Échappée. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt.